Aude Morel, magistrate, sous-directrice des professions judiciaires et juridiques à la Direction générale des affaires civiles et du Sceau. Valérie Sagan, magistrate, directrice de l'Institut des études et de la recherche sur le droit et la justice. Quentin Debré, président de la Chambre nationale des huissiers de justice de Belgique. Hélène Lodic-Baron, avocate, vice-présidente élue du Conseil national des barreaux. Emmanuel Delachery, directeur de la réglementation, du recouvrement et du contrôle de l'URSSAF. Alexei Greenbaum, président du comité opérationnel d'éthique du numérique du CEA et directeur de recherche au CEA Saclay. Et Benoît Santoire, président de la Chambre nationale des commissaires de justice. Merci à tous d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Je vais commencer par vous, Alexei Greenbaum. Vous êtes un spécialiste reconnu des questions éthiques et sociales liées aux nouvelles technologies, en particulier les nanotechnologies et nanosciences. Votre champ de recherche s'intéresse aux incertitudes du progrès technique et à leur impact sur leur gouvernance. Et vous êtes l'auteur de Paroles de machine dialoguer avec une IA. Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler ce qu'est aujourd'hui l'intelligence artificielle, ses différentes formes et les grandes lignes de son développement? Merci, bonjour. Justement, pour rappeler peut-être quelques fondamentaux, on va parler d'intelligence artificielle, de son usage dans votre profession. Il existe deux grandes familles de systèmes d'intelligence artificielle. La première, ce sont les systèmes à base de règles. Encore jusqu'à cet été, Siri, que vous avez dans les iPhones, vous connaissez, était un système à base de règles. Alors, des milliers de règles, ce qui est intéressant, c'est que derrière ces règles, bien sûr, sont édictées par les informaticiens, les spécialistes, et donc complètement transparentes, on sait quelles sont les règles. Ces systèmes, qu'on appelle des systèmes experts, marchent, mais pas très bien. Vous vous rappelez, Siri, bon, c'était un peu moyen, hein, pas tout à fait efficace. Et la deuxième grande famille des systèmes d'intelligence artificielle, qui existe depuis 60 ans, mais la percée que nous vivons, elle date de 2017, ce sont ce qu'on appelle les réseaux de neurones artificiels. Un neurone artificiel est une calculatrice élémentaire. C'est beaucoup plus simple que ce que nous avons dans nos têtes. Une calculatrice qui vraiment calcule la somme des entrées et ne fait pas plus que ça. Ce qui est intéressant, c'est que si vous mettez beaucoup de ces calculatrices élémentaires qui font du calcul des 0 et des 1 ensemble, l'ensemble de ce réseau, alors beaucoup, ça veut dire autrefois c'était des milliers, après des centaines de milliers, aujourd'hui on est au niveau de centaines de milliards de ces calculatrices élémentaires, centaines de milliards, donc c'est absolument gigantesque. Vous les mettez ensemble, le réseau commence à faire preuve d'un comportement émergent qui n'est absolument pas visible au niveau du calcul élémentaire. Ça reste du calcul, mais la révolution que nous sommes en train de vivre, elle date de 2017, et je vous la présente juste en deux mots pour que vous voyez d'où viennent ces ChatGPT et autres dont tout le monde est en train de parler aujourd'hui. Alors, ces réseaux, qu'on appelle des transformers, mais c'est un terme technique, vont apprendre en jouant au cache-cache, en jouant à cache-cache avec lui-même. C'est-à-dire c'est un réseau qui apprend sur un énorme corpus de texte, qui voit un mot et qu'il se le cache, voilà. Un mot par exemple lion, et qui essaye par le calcul de deviner ce que c'était. Donc c'est toujours du calcul. Alors 60% que lion, par exemple 30% que c'était tigre, et je ne sais, 10% que c'était savane. Pourquoi savane? Vous voyez, il y a un lien entre savane et lion, ce qu'on appelle une corrélation. Et donc ces réseaux de neurones artificiels calculent des corrélations mathématiques. Ensuite, ils se montrent le mot caché, ils mettent à jour les coefficients, et ils font des calculs comme cela des trillions de fois pendant des mois entiers. Tout se passe par le calcul. Alors, ce jeu de cache-cache, on appelle cela apprentissage par autosupervision, c'est quelque chose de fondamental, mais il faut ajouter un dernier élément pour capter la révolution de 2017, qui a amené ChatGPT, Gemini et autres, c'est que je vous ai parlé de mots. Je vous ai parlé de mots comme lion, en vous disant c'est un système qui va se cacher un mot, va se soustraire un mot et essayer de deviner ce que c'était, et il apprend ainsi.
En fait, un réseau de neurones artificiels divise un texte, non pas en mots, mais en éléments qui sont plus petits que des mots. Par exemple, on appelle cela des tokens. Après un Q, il y a un U en français. QU, ça peut être un token. Après un Z, très souvent en français, il y a un espace blanc. Et bien, Z espace blanc, ça peut être un token. Et donc, vous voyez, il ne fonctionne pas avec des mots, il fonctionne avec des combinaisons de caractères. Mais les mots, pour nous, portent un sens. Hein, elles sont pleines de significations. Un réseau de neurones ne passe pas du tout par la voie de sens humain, de signification humaine. Tout ce calcul se fait de manière, comme on dit, asémantique. Et cependant, le résultat, le résultat de ce calcul qui ne passe pas par le sens, qui n'évalue pas le vrai, le faux, les raisons et tout cela, mais qui est complètement asémantique, le résultat est saisissant. On va voir quelques exemples tout à l'heure. Vous avez compris, n'évalue pas le vrai et le faux, ça, on n'est pas très content quand même. On ne veut pas qu'un réseau de neurones nous fabrique de fake news ou fasse, comme on dit, des hallucinations, des choses qui ne sont absolument pas fondées. Et donc, il faut mettre des filtres et des contrôles. Vous n'avez jamais aujourd'hui un réseau de neurones dans son état pur devant vous quand vous discutez avec ChatGPT ou un autre système. Vous avez un transformer qui génère du texte et par-dessus des filtres et des contrôles qui éliminent tout ce qu'on appelle langage toxique. Déjà, les insultes, on n'aime pas. Et puis, qui vont éliminer le conseil médical non avisé, le conseil juridique qui peut nous induire à commettre des crimes. Le réseau, encore une fois, fait du calcul. Il ne comprend pas, il ne raisonne pas, il n'a pas conscience d'eux. Et donc, il faut des filtres, construire des filtres et des contrôles par-dessus. Et c'est un grand métier des fournisseurs des systèmes d'IA que de fabriquer des filtres les plus efficaces. Alors, avec ces deux éléments, vous avez la base de l'intelligence artificielle comme vous l'avez rencontré le 30 novembre 2022, au moment où ces systèmes ont fait éruption avec ChatGPT en version publique. Mais aujourd'hui, les choses commencent à bouger un tout petit peu. On va en 2025, vers deux grands développements. Le premier, c'est toujours l'amélioration de ces réseaux de neurones. Donc, vous allez avoir les nouveaux systèmes qu'on appelle très souvent les réseaux non pas les modèles de langue, mais les modèles de raisonnement. Donc, il y en a deux, O1 et Gemini, qui sont les deux modèles américains. Et ces systèmes fabriquent des résultats assez incroyables, vous allez le voir, au moment où il faut raisonner, où il faut résoudre des tâches. Deuxième tendance 2025 que vous allez rencontrer devant vous, c'est l'introduction de ce qu'on appelle les agents LLM, les agents avec les grands modèles de langue. Un agent, c'est un système qui fait une tâche particulière, par exemple, qui est capable d'aller sur Internet chercher une information et vous la présenter tout de suite sous forme de notes bien écrites, bien rédigées. Un agent, ça peut être aussi quelque chose de physique, ça peut être un robot. Un agent, ça peut être, par exemple, un modèle qui est spécialement, comme on dit, fine-tuné, ou spécialement entraîné pour fonctionner comme tel professionnel, comme un huissier, par exemple. Et donc, on va vers des solutions qui ne sont pas nécessairement de grands modèles multipotents qui peuvent tout faire, mais vers des agents fine-tunés pour des fonctions bien concrètes. Et donc, aujourd'hui en France, nous avons les modèles américains qui ne sont pas souverains, d'accord, ce ne sont pas les modèles européens, mais nous avons aussi beaucoup de petits modèles, beaucoup de small language models, non pas grands modèles de langue, mais petits modèles de langue, développés par des sociétés françaises, qui ne sont pas aussi performantes que ChatGPT sur toutes les tâches au monde, mais qui peuvent fonctionner très très bien sur des tâches précises et vous donner cette fonction d'agentivité sur un type de prompt, un type de requête particulier. Donc, ce sont les deux grandes tendances 2025 et je pense que nous allons aussi voir quelques exemples tout à l'heure. Effectivement. Avant la démonstration, là, vous nous avez fait une présentation générale, mais moi, j'aimerais bien connaître les enjeux de l'IA sur le champ du droit, plus spécifiquement. Qu'est-ce qui est possible à l'horizon 5-10 ans, voire plus? Alors, 5-10 ans, c'est plus que 5 siècles en temps humain dans le monde de l'IA. Donc il y a 10 ans, je n'étais absolument pas capable de prévoir les transformers, les révolutions actuelles. Les modèles, juste pour vous dire, les modèles qu'on appelle les modèles frontier, les modèles de pointe, changent tous les 6 mois. Tous les 6 mois, vous avez un modèle qui est vraiment meilleur, bien meilleur que le précédent. Donc 5 ans, 10 ans, c'est trop loin.
Mais je peux vous dire ce qui va se passer en 2025. Donc déjà, tous les métiers rédactionnels, et les métiers juridiques sont des métiers rédactionnels, ne vont pas disparaître, contrairement à ce qu'on lit dans la presse très souvent, mais vont s'exécuter, vont se faire d'une manière différente, de manière beaucoup plus rapide. Quand vous avez un jeune avocat dans un cabinet, et bien sûr, il commence par faire un brouillon avec un modèle de langue, ça va vite, mais après, il doit toujours relire et mettre sa signature. Et la responsabilité appartient toujours à l'être humain. Et la machine n'est pas responsable de rien du tout. Je vous ai dit, elle ne comprend pas, elle ne raisonne pas, elle n'évalue pas le vrai et le faux. D'accord ? Donc, la manière de travailler, quel que soit le métier rédactionnel, y compris les métiers juridiques, va déjà changer. Je pense qu'elle a déjà commencé à changer pour vous. Ne vous attendez pas à de grandes catastrophes, disparition de métiers entiers, mais je pense que quand même, vous m'avez dit, que va-t-il se passer dans 10 ans ? Je pense qu'il est quand même plutôt raisonnable de s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup moins de juristes techniciens qui rédigent des notes de manière un peu automatique et peut-être moins de tâches routinières et beaucoup plus de tâches où il faut vraiment exercer son discernement, comprendre le sens et faire un choix. Ça, ce sont des choses qui vont rester du ressort humain. Peut-être finalement, dans 10 ans, ou 10 ans c'est un peu rapide, je dirais, dans 20-25 ans, peut-être finalement moins de juristes techniciens et beaucoup plus de juristes qui vont devoir exercer leur discernement humain. On va peut-être voir une démonstration. Je crois que vous avez imaginé une expérience concrète. Avec plaisir. Donc, je montre d'abord un de ces modèles de pointe qu'on appelle un modèle de raisonnement. Ici, vous avez un modèle de ChatGPT, donc un modèle OpenAI qui s'appelle O1. C'est un des deux modèles les plus avancés aujourd'hui. Un autre, c'est Gemini de Google. Et vous allez voir que ça marche déjà pas très mal. Donc, je fais un prompt ici, une requête. Un prompt, c'est ce qu'on met dans un modèle, qui est très court. Tu es huissier, tu appelles un débiteur en lui rappelant qu'il a une dette de 3 000 €. Le débiteur décroche, répond qu'il ne peut pas payer. Propose 3 scénarios de ton action. Voilà, déjà une première tâche, analyse. Vous voyez, ça demande un peu de raisonnement. Hein. Il faut analyser la situation. Et donc, il me fait premier scénario, négociation, mise en place d'un échéancier. Vous voyez, c'est plutôt pas mal. En 4 points, qu'est-ce que je dois prévoir? Deuxième scénario, donc ça m'informe, mise en demeure formelle. Troisième scénario, médiation et prévention d'un contentieux prolongé. Bon, ça me renseigne sur le champ des possibles, donc ça me prépare. Et puis je dis, OK, bon, premier scénario, on va le mettre en marche. Étape par étape, tu construis un dialogue, mais il faut que les débiteur soit quand même rassuré. Donc, vous voyez, il me propose là tout un dialogue qui est assez intéressant, parce qu'il me dit, voilà, je comprends que la situation puisse être délicate. Vous voyez, il met des mots ou des phrases qui ne sont pas typiquement les plus rigoureuses et formelles qu'on emploie. Et donc, à la fin, je lui dis, voilà, le débiteur a accepté de payer 150 €, mais c'est une personne très sensible. Et en plus, je sais qu'elle aime regarder la télévision, parce que j'ai entendu la télévision. Vous voyez, rédige un accord de sorte à maximiser l'acceptation et pour que le débiteur se sente vraiment à l'aise. Et là, regardez ce qu'il me propose. Maintenant, c'est à vous de juger. Il me dit, voici le texte d'un accord, donc ça sort immédiatement. Le créancier souhaite instaurer un plan d'apurement réaliste et serein permettant au débiteur de régulariser sa situation. Donc, vous voyez, encore une fois, avec des mots qui ne sont pas typiques, de ce genre de document juridique. Et donc, vous pouvez avoir une approche vraiment individualisée. Et en plus, ça va très vite. Donc, on va, pour terminer cet exemple, Margot est rigoureuse et formelle. Propose le texte d'un recours contre cette personne. Vous voyez, c'est un modèle qui est réfléchi et il vous dit, voilà, j'ai réfléchi quelques secondes et immédiatement vous avez tout un texte avec plusieurs articles, donc ça va vraiment beaucoup plus vite. Bon, alors ça, ce sont les modèles
j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, américain. Donc pas de données personnelles et pas de données confidentielles, s'il vous plaît, parce que tout ça va aux États-Unis et vous n'avez pas le contrôle du RGPD et de toute la réglementation avec la nouvelle loi qui s'appelle l'IA Act qui arrive et qui demande que ces systèmes soient certifiés, etc. Donc il faut faire très attention si vous mettez dedans des données personnelles. Mais les modèles que nous avons ici en France sont des modèles un peu plus simples que vous pouvez utiliser ici. Je vais vous montrer un exemple avec un autre modèle plus simple américain. Mais on peut utiliser les modèles open source ou les modèles des sociétés comme Mistral, comme Lighton, des sociétés françaises. Et donc ici, je vais poser la même question, mais vous voyez, il me dit, je répondrai comme un expert en gestion de conflits, objectif principal, préambule, stratégie, et puis il va vous fabriquer immédiatement cette réponse. Pourquoi est-ce que j'ai ça? Parce que, en fait, j'ai été un bon ingénieur de prompt. Derrière, j'ai mis ce qu'on appelle un prompt système, c'est-à-dire les requêtes qui s'appliquent à tout ce que je veux mettre dans le modèle. Et j'ai dit, tu me répondras de telle façon, s'il a, vous voyez, là, un certain nombre de conditions que je lui mets pour les demandes complexes, travail étape par étape. Bon, c'est ce qu'on appelle un prompt système. Et donc, ce que vous allez faire dans la vie réelle, très probablement, ce n'est pas nécessairement utiliser ces modèles de pointe américains parce que vous avez des contraintes fortes qui sont liées à votre profession, mais utiliser des modèles, des solutions souveraines, des solutions européennes, pour lesquelles il vous faudra devenir de bons ingénieurs de prompt, c'est-à-dire mettre des prompts un peu complexes, des requêtes un peu complexes. Et je vous invite à vous entraîner avec ce genre de choses. Donc je peux vous montrer par exemple ici les prompts. Vous voyez, il y a ici des prompts un peu détaillés. Tu dois suivre telles instructions, etc., etc. Quelles sont les règles pour la réponse? Donc, je peux vous passer ce genre d'exemple pour vous montrer comment ça marche. Et même avec des modèles, donc on va faire un essai, dernier essai, même avec un modèle qui n'est pas aussi performant que O1, que Gemini 2 de tout à l'heure, vous pouvez avoir une très bonne réponse. Alors, disons, tu es commissaire de justice, tu rédiges tout simplement, un recours juridique contre, elle s'appelait Magda, je crois, contre cette personne. Et vous voyez, ça va aller très vite, mais grâce au fait que, hop, vous voyez, voici une rédaction professionnelle en tant que commissaire de justice. Et il vous propose ici même une interface pour rédiger tout cela. Vous voyez, bon, on va fermer ces fenêtres là, parce que ça fait beaucoup. Et donc, vous avez instantanément tout un texte que vous prenez maintenant comme brouillon. Encore une fois, vous avez toutes les étapes. Là, la mise en demeure, tout le texte. Vous prenez bien sûr cela comme brouillon, vous le relisez, vous mettez les données personnelles parce que vous ne les mettez jamais dans le modèle. Jamais les données personnelles dans le modèle. Alors ici, il vous a fait tout le brouillon. Et en 5 minutes, vous avez votre courrier, vous avez fini. Voilà, merci. Et j'ai fini aussi. Merci pour cette démonstration, Alexei Greenbaum. Au témoin d'un doute, votre intervention, c'est pas ChatGPT qui l'a préparée. Non, alors ça vient de là, vous, j'ai ça. utilisé ChatGPT. Non, je parlais de votre prise de parole. Ah, parce que ça facilite comment le puis-je travail savoir aussi. si je suis un robot ou pas? Bon, Non, tout ça vient de votre cerveau. J'espère que non. Aude Morel, je me tourne vers vous à présent. Vous êtes sous-directrice des professions judiciaires et juridiques à la direction des affaires civiles et du Sceau. Vous incarnez la garante du temps pour les professions judiciaires et juridiques. Vous êtes en même temps à l'origine des normes que les professions appliquent et de celles dont les professions sont elles-mêmes l'objet. Et je pense ici à leur statut ou à leur déontologie qui a connu ces dernières années de profondes transformations et une certaine convergence.
L'IA engendre un environnement encore plus mouvant, dont les évolutions s'accélèrent et dont les potentialités se démultiplient. Dans ce contexte, est-ce que vous constatez un changement des besoins des professions du droit et des justiciables? Quelles évolutions vous envisagez du cadre réglementaire des professions? Est-ce que vous pensez notamment que le statut d'officier public et ministériel constitue une garantie renforcée face aux possibilités presque infinies de l'intelligence artificielle? Et plus généralement, quelle est votre approche du principe de loyauté de l'IA par rapport aux usagers et aux secrets professionnels? Merci pour vos questions. Je vais essayer d'y répondre du coup de manière assez hiérarchisée. On le voit et la démonstration est assez criante sur ce terrain-là que effectivement le développement de l'intelligence artificielle générative dans la sphère juridique comporte à la fois des potentialités importantes de gains de productivité, de gains de temps pour les professions juridiques et on voit aussi que ces développements peuvent apporter pour les justiciables une approche plus personnalisée dans la formation qui peut être apportée au service des justiciables et au service public de la justice, mais effectivement des potentialités qui sont aussi assorties et qui répondent à des besoins à la fois des justiciables, des professionnels en termes de gains de temps, de gains de productivité et d'approche de ces systèmes, mais on voit aussi des enjeux très particuliers qui sont à prendre en compte et sur lesquels la chancellerie et la DACS a évidemment des points d'attention particuliers. Enjeux qui sont dans un écosystème où, vous le savez, les professions réglementées du droit exercent des activités monopolistiques et donc au service public de la justice parce qu'elles assurent un service particulier auprès des justiciables ou qu'elles exercent des prérogatives de puissance publique. Et à ce titre-là, elles sont réglementées avec un corpus d'obligations qui s'imposent à elles, qui invitent qui les contraint dans leurs actions à un cadre particulier, des obligations particulières sur le plan déontologique. Et on voit bien que les développements qui sont ceux de l'intelligence artificielle générative et les potentialités qu'elles offrent en termes d'aide à la rédaction, de conclusion, de contrats, de constats, de décision ou encore en termes de recherche juridique augmentée impactent et sont susceptibles d'impacter ces professions. Et on voit bien que le développement de Legal Tech visant à développer ces outils d'intelligence artificielle ont un impact aussi sur la manière de concevoir les périmètres de chacun, ou en tout cas sont susceptibles de venir impacter des marqueurs forts de ces professions. Donc il y a des enjeux qui sont assez identifiés en la matière. Je vais illustrer mon propos par deux éléments. En fait, la frontière entre ce qu'est la consultation juridique, qui est l'apanage des professionnels du droit, et ce que peut être une information juridique de plus en plus personnalisée à la faveur d'intelligence artificielle apprenante, elle peut à un moment devenir assez poreuse en fait. Et du coup se pose la question de est-ce qu'il faut définir ou pas ces périmètres de ce qu'est la consultation juridique. Et on voit bien qu'en la matière, dans un environnement et un écosystème qui est assez mouvant, la position qui est celle de la chancellerie actuellement, c'est plutôt de s'attacher à ne pas rigidifier les cadres tels qu'ils existent pour pouvoir permettre à la fois le développement de ces potentialités en termes d'intelligence artificielle, mais tout en garantissant le service public rendu aux justiciables et en garantissant le maintien des droits et des différents acteurs. Autre exemple qui peut être cité, c'est effectivement celui des activités annexes, puisque pour que ces modèles d'intelligence artificielle générative puissent se développer spécifiquement dans la sphère juridique, il y a un intérêt particulier à ce que des professionnels juridiques en charge de professions particulières puissent aussi s'intéresser au développement de ces modèles pour qu'ils soient adaptés aux besoins qui sont ceux des professions. Mais ces professions réglementées, elles sont aussi soumises à des obligations en termes d'activités annexes qui viennent parfois aussi limiter ou percuter en fait leurs obligations déontologiques et disciplinaires. Donc on voit qu'on est vraiment sur un champ qui est en pleine évolution et sur lesquels les impacts sont importants avec des points d'attention particuliers pour la chancellerie en la matière.
Pour répondre peut-être, du coup, pour boucler sur la première question, l'attention qui est la nôtre, elle est à la fois à ne pas rigidifier les cadres et elle est aussi à ce que les droits des citoyens, l'efficience du service public de la justice soient évidemment garantis dans ce contexte-là. Et l'exigence aussi, et le point d'attention sur les enjeux, il est aussi sur le fait que ces modèles d'intelligence artificielle qui se développent dans des conditions qui permettent une sécurisation et une fiabilité des éléments, avec effectivement l'attention à ce qu'il y ait des bases qui soient fiabilisées, des bases qui permettent, lorsqu'elles se développent, de garantir l'égalité de traitement des citoyens devant la loi, en tout cas qu'elles ne soient pas affectées de biais qui viennent porter atteinte à des valeurs qui sont importantes et à des droits fondamentaux. Également, un point d'attention à la sécurité évidemment des données et à la sécurité des modèles et à des bases d'entraînement qui soient fiabilisées et qui soient adaptées au contexte particulier. Pour ce qui concerne la deuxième question et la question du développement de l'intelligence artificielle, j'ai pu illustrer et évoquer l'interrogation que ça pose sur les cadres des périmètres d'intervention des professions réglementées. Et effectivement, dans ce contexte-là, on voit aussi que le statut des officiers du ministère, des officiers publics et ministériels et les missions de service public et les prérogatives de puissance publique qu'ils exercent dans un cadre particulier avec des obligations déontologiques et disciplinaires particulières sont des enjeux qui viennent aussi offrir un cadre protecteur en la matière. C'est-à-dire que l'écosystème des professions judiciaires et juridiques, les garanties qui sont offertes et les obligations qui s'appliquent à ces professionnels sont un cadre qui offre des garanties pour les justiciables. Enfin, voilà, c'est... sur la dernière question que vous posiez, la question de la loyauté, la question des obligations en fait, professionnelles qui s'imposent aux professionnels, évidemment, et vous l'avez indiqué, dans le cadre des réformes de la déontologie et de la discipline des professions, les régimes ont été rénovés, clarifiés, et effectivement, les professions, les officiers publics ministériels ont, dans le cadre de leur code de déontologie et de leur corpus déontologique et disciplinaire, des obligations en matière de respect du RGPD, d'utilisation aussi des données de leurs clients, et ont aussi des obligations en termes de loyauté vis-à-vis de leurs clients, ce qui vient poser la question de le professionnel qui fait usage de l'intelligence artificielle générative, a-t-il vocation ou a-t-il le devoir d'informer son client de ce qu'il a utilisé ces outils pour apporter une réponse, pour lui apporter une réponse à sa sollicitation. Et effectivement, la question du respect de cette obligation de loyauté, elle est nécessairement appréhendée sous le prisme de l'usage qui a été fait et de la tâche pour laquelle l'intelligence artificielle a pu être sollicitée. Obligation donc de loyauté, attention portée au RGPD qui s'impose aux professionnels, obligation aussi de compétence du professionnel qui implique qu'il reste responsable de ce qui est produit et qui est responsable effectivement de l'usage qu'il va faire de l'intelligence artificielle, avec effectivement l'impératif de ne pas se laisser abuser par des biais ou par des hallucinations qui pourraient être produites par l'outil utilisé. Et enfin, obligation de secret professionnel, et donc effectivement, pas de données personnelles dans ces outils d'intelligence artificielle, et une invitation très forte, de par ce corpus déontologique et disciplinaire, à avoir un usage raisonné et responsable de ces outils, compte tenu des obligations qui sont celles qui s'imposent aux professionnels. Et donc, je conclurai peut-être en disant qu'effectivement, ce corpus déontologique et disciplinaire est un guide assez sérieux, en fait, pour l'utilisation qui peut être faite par les professionnels de ces outils d'intelligence artificielle. Merci beaucoup, Aude Morel. Je me permets de faire une petite parenthèse
Vous savez que je suis un peu, moi, la garante du temps sur ce plateau et on a pris un petit peu de retard. Donc, je vais demander aux uns et aux autres de raccourcir, si vous le voulez bien, vos interventions. Je vais me tourner vers vous, Valérie Sagan. L'IERDJ que vous dirigez s'intéresse à la place du droit dans notre société, bien au-delà de son seul aspect technique juridique. Quelles sont pour vous les évolutions en cours du rapport au droit et quelles attentes sociétales nouvelles vous percevez? Et pour parler plus précisément de l'IA, quelle est votre perception dans ces effets potentiels sur le droit et comment les professions peuvent s'adapter? Merci. De très nombreuses questions. Je voulais tout d'abord dire que je vais m'appuyer sur un certain nombre de travaux de recherche, beaucoup en sociologie, évidemment avec aussi des juristes, mais aussi en psychologie sociale, en anthropologie. Et je prie les chercheurs qui ont produit ces travaux de m'excuser, je ne pourrai pas constamment les citer, puisque vous m'avez demandé d'aller assez vite et que vous pouvez retrouver, d'ailleurs j'ai apporté quelques exemples, vous pouvez retrouver tous nos travaux sur le site et toute l'identité de ces chercheurs. Alors, d'une manière générale, on a un certain nombre de recherches sur les attentes des justiciables. Mais quand on regarde le panorama, il y a dans ce domaine-là beaucoup de sondages qui ont évidemment leur utilité, hein, mais pas tant de recherche empirique que cela, c'est-à-dire de recherche avec une méthodologie solide qui va interroger des cohortes entières de justiciables. Donc on en a produit une récente, globalement qui conclut un besoin important hein, de connaissance du droit et de justice. L'autorité judiciaire en elle-même est assez respectée, reconnue, mais il faut bien admettre que malheureusement, l'image, alors quand je dis autorité judiciaire, ce n'est pas seulement les juges, hein, ça inclut un petit peu toutes les professions de justice et même la police, mais l'image de ces institutions se dégrade lorsqu'on a affaire à elles. Donc ça n'est pas forcément un constat très rassurant. Évidemment, on a souvent l'idée que c'est lié au délai ou parfois au coût ou le fait que des fois la justice soit rendue trop rapidement. Certes, mais en fait les travaux et en sociologie et en psychologie sociale montrent que la façon de faire a parfois plus d'importance que la décision rendue. Et ça, c'est la théorie de la justice procédurale qui l'a bien démontré, c'est-à-dire que les moyens pour parvenir à une décision, la façon, alors assez simplement, dont on accueille, dont on écoute, ont beaucoup d'impact sur le sentiment de justice éprouvé par celui qui est concerné. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a maintenant 3 ans, des professionnels de justice, en commençant par les magistrats, avaient signé une tribune pour justement regretter cette justice qui chronomètre constamment et qui n'écoute pas ces audiences très rapides. Et je crois que c'est une difficulté que pas seulement les juges rencontrent, d'autres professionnels de justice la rencontrent. Or, on voit que la confiance, l'adhésion repose beaucoup sur la façon dont on parvient à la décision. Je cite très rapidement, pour donner un autre exemple, les travaux de Jean-François Roberge au Canada, qui lui a créé un index du sentiment de justice et qui repose sur 2 piliers, la notion d'équité dans la participation à nouveau au processus qui aboutit à la décision, je ne citerai pas tous les points qu'il évoque, et la notion d'efficience, c'est-à-dire vraiment le rapport entre ce que ça nous coûte, y compris émotionnellement, et ce que ça permet de résoudre comme problème. Alors, maintenant, peut-être, vous avez un petit peu centré sur la question de l'IA dans la justice. Évidemment, du point de vue du justiciable, il n'y a pas toujours conscience d'avoir à faire, d'ailleurs même des fois nous professionnels, on n'a pas toujours conscience forcément dans les outils qu'on utilise d'avoir affaire à une IA plus ou moins élaborée. Du point de vue du justiciable, une demande très très forte des outils de connaissance du droit, bien sûr, mais un certain nombre ne recourent absolument pas à l'IA, c'est des simples arbres de décision. Vous avez mentionné les utilisations faites
par les professionnels de justice. Il y a une autre utilisation quand même qui comporte un certain potentiel, c'est la résolution des litiges en ligne. Donc il y a eu pas mal d'initiatives, d'ailleurs, et également de la part des commissaires de justice il y a un certain nombre d'années, avec des résultats un petit peu décevants, il faut bien le dire, mais il y a des initiatives plus encadrées par la sphère publique qui avaient été également, qui sont conduites au Québec avec le Justice Bot, dans le domaine, par exemple, qui recouvre des exemples que vous avez cités, des contentieux du logement. J'accélère. L'évaluation de ces outils, d'après les travaux dont nous, on a connaissance, conclut au caractère encore parcellaire, on va dire, de leur caractère convaincant, même s'il y a des réelles perspectives. Alors, vous avez mentionné l'hallucination ou l'affabulation que les machines risquent de générer. Pour l'illustrer, je voudrais rappeler cette affaire de cet avocat américain qui a utilisé ChatGPT, je ne sais plus quelle version. Très ancienne version. Oui, la 4e, pour produire des conclusions qui ont inventé une jurisprudence. Et donc là, coup de chance, si je puis dire, ou travail rigoureux des magistrats qui s'en sont rendus compte, et donc mise en cause évidemment de la responsabilité professionnelle de l'avocat. Mais ce qui veut dire quand même que le niveau de vigilance par rapport à un domaine qui est le domaine du droit et la justice, qui est quand même éminemment complexe, qui est très territorialisé. C'est quand même un des points aussi par rapport à l'utilisation d'outils étrangers. C'est même au sein de notre territoire national, je rappelle qu'on a quand même encore un droit spécifique, par exemple, en Alsace-Lorraine. Donc très territorialisé, très complexe. Donc à la fois on voit les potentiels et en même temps des risques importants. Je ne reviendrai pas sur l'exigence de la régulation, donc qui maintenant au niveau européen est assez important. Je voudrais mentionner, d'un point de vue, alors cette fois-ci plus sociologique, qu'il y a un engouement réel qui est constaté pour des outils qui permettent de mieux connaître ses droits d'une manière générale. Mais l'accès aux droits, et ça rejoint un petit peu tout l'enjeu du numérique au-delà de simplement l'intelligence artificielle, l'accès aux droits, à toutes les recherches vont dans le même sens, nécessite aussi de l'interpersonnel et de l'interrelationnel. On ne peut pas entièrement mécaniser ces questions-là. Ça paraît évident, c'est encore plus intéressant quand c'est démontré scientifiquement par des recherches. Et notamment, certains chercheurs font le lien entre la disparition progressive, notamment des guichets, dans les services publics, ou bien lorsqu'on a de moins en moins le temps d'accueillir les gens pour leur expliquer. Bon, c'est le cas chez nous pour le greffe, c'est le cas pour prendre une autre institution dans les commissariats de police, pour la police, et où on a de plus en plus en fait de fonctionnement par permanence. On fait des permanences d'accès aux droits, des permanences d'information qui reposent sur des systèmes un peu plus fragiles avec des associations des bénévoles. Donc en conclusion, très rapidement, 3 points. Évidemment, le besoin d'encadrement par rapport relevant de la puissance publique, vous l'avez mentionné. Deuxième point, des outils qui peuvent constituer des aides utiles tant pour les citoyens que pour les professions, mais qui sont très loin de remplacer l'humain. D'une part, vous l'avez dit, sur la finesse du raisonnement, mais d'autre part aussi sur la nécessité de relations interpersonnelles. Et je me permets de terminer par une petite publicité. S'il y a quelques chercheurs ou des professionnels qui souhaitent participer à des travaux de recherche, puisque nous venons de lancer un appel à projet de recherche. Et la spécificité de notre institut, c'est qu'on demande aux chercheurs aussi d'aller associer des professionnels sur le terrain. Donc, s'il vous plaît, faites-leur bon accueil et nous pouvons servir d'intermédiaires dans ce domaine-là et de médiateurs également. Voilà, le message est passé. Merci beaucoup Valérie Sagan. Benoît Santoire, vous présidez une institution ordinale qui s'interroge chaque jour sur l'essence même de votre profession, et ça suppose d'avoir la capacité de se projeter en permanence en identifiant les forces, les faiblesses, les besoins, mais aussi les leviers sur lesquels vous pouvez vous appuyer. Quelles évolutions majeures vous anticipez et comment vous travaillez pour mettre la profession en phase avec la nouvelle donne de l'intelligence artificielle et les besoins de vos partenaires ?
Nous avons une responsabilité vis-à-vis du justiciable, ça c'est très important. Et nous avons ce dualisme de statut qui fait que la Chambre nationale régule les professionnels, avec en interface la chancellerie, bien évidemment. Mais les commissaires de justice, d'autre part, sont aussi des professionnels libéraux qui exercent des activités concurrentielles, notamment le constat. Et à travers le constat, ils utilisent l'intelligence artificielle. Et il ne s'agit pas aujourd'hui de leur interdire parce que l'intelligence, elle est partout. Et donc, il faut simplement faire attention et amener de la sécurité professionnelle. C'est un principe de responsabilité et de souveraineté professionnelle. Je rappelle d'ailleurs que notre décret compétence prévoit que le commissaire de justice doit se rendre personnellement sur les lieux du constat pour effectuer lui-même les constatations. Donc, finalement, l'intelligence artificielle doit rester un outil qui doit être servi de manière égale pour tous les commissaires de justice, avec une sécurité, et je suis très attaché à cette sécurité professionnelle et juridique. Merci Benoît Santoire. Emmanuel Delachery, l'URSSAF est un partenaire majeur des commissaires de justice. Vous avez d'ailleurs récemment signé une nouvelle convention, me semble-t-il, avec la CNCJ, qui illustre une relation de confiance profondément ancrée. On l'a entendu, les mutations à venir vont profondément affecter l'une des activités majeures des commissaires de justice, à savoir le recouvrement. C'est aussi un enjeu de premier plan pour l'URSSAF, qui intègre une forte dimension de service public, évidemment. Quelle transformation dans le recouvrement vous identifiez au regard de vos enjeux et quelle place donner à un recouvrement plus personnalisé, notamment dans son volet amiable ? Alors en effet, l'URSSAF, c'est, vous le savez, un acteur majeur du recouvrement des prélèvements obligatoires. Hein, c'est 571 milliards d'euros collectés, encaissés en 2023, un peu plus d'ailleurs que l'administration fiscale, je me permets de le noter, dans sa mission de recouvrement auprès de l'État et des collectivités territoriales. Et c'est une mission qui est basée sur finalement quelque chose d'assez simple. C'est d'assurer que les sommes qui sont collectées aujourd'hui, elles permettront de verser des prestations demain. Et c'est ce qu'on réalise chaque jour, parce que ce n'est pas l'objet de mon exposé aujourd'hui, mais vous savez à quel point les difficultés de financement de la protection sociale nécessitent cette réactivité et cette efficacité dans la collecte et dans la répartition des fonds. D'ailleurs, c'est une mission qui s'exerce auprès des organismes de protection sociale au sens large, mais qui s'est diversifiée assez fortement récemment, par exemple avec le transfert de la collecte des contributions de formation professionnelle, d'apprentissage, par exemple. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que cette activité de recouvrement, de collecte, elle est de plus en plus individualisée. Individualisée parce qu'elle se base sur des données individuelles dans le cadre de la déclaration sociale nominative, et qu'à ce titre, l'URSSAF joue un rôle majeur dans la fiabilisation des droits des assurés, particulièrement des salariés. Et concrètement, c'est cette activité de fiabilisation des données, de fiabilisation des droits, qui rend possible un grand projet qui est en cours de mise en œuvre, qui est celui de la solidarité à la source. La solidarité à la source, qu'est-ce que c'est ? C'est la possibilité d'attribuer des prestations en limitant très fortement les demandes. Le principe du « dites-le-nous une fois », elle est possible parce qu'on mobilise beaucoup plus de données qu'auparavant pour justement parvenir à appliquer le juste droit. Alors si je reviens maintenant peut-être plus particulièrement à la mission de recouvrement de l'URSSAF. L'URSSAF, c'est 12 millions d'usagers. Ça va de la très grande entreprise au particulier employeur. Toutes les catégories de travailleurs indépendants, artisans commerçants, professions libérales, auto-entrepreneurs. C'est aussi des collectivités locales, des artistes-auteurs. Donc nécessairement, vous pouvez l'imaginer, on est confronté à une grande diversité de besoins, d'attentes de la part de nos publics, et ça nous amène
à mobiliser aussi, comme d'autres, des solutions d'intelligence artificielle. J'ai notamment en tête tout ce qu'on fait avec les robots conversationnels, mailbot, chatbot, voicebot, qu'on mobilise de plus en plus. Et ça donne d'ailleurs d'assez bons résultats quand on interroge évidemment les usagers par rapport à leur satisfaction dans le cadre des réponses apportées. Et ça nous permet de consacrer l'humain, nos gestionnaires, nos conseillers, sur des fonctions d'accompagnement personnalisé, sur des dossiers plus complexes qui méritent cette attention. Je vais prendre l'exemple de ce qu'on essaye de développer en matière de politique de délai sur le champ du recouvrement amiable. Pour vous donner un ordre de grandeur, chaque année, on accorde 400, alors là je prends les chiffres de 2023, 450 000 délais, qui représentent un enjeu financier d'environ 5 milliards d'euros. Par rapport à cette masse de demandes, en plus, je le précise, relativement forte dans la conjoncture actuelle, on a essayé de faire en sorte que nos solutions informatiques permettent d'automatiser au maximum le traitement ce que je vais qualifier des demandes simples de délai, à la fois sur l'analyse de la recevabilité, mais aussi sur l'octroi, quand on est sur des petits montants, des petits enjeux, voilà, les difficultés ponctuelles de trésorerie de l'entreprise et du travailleur indépendant. Ça nous permet de consacrer davantage de temps pour l'accompagnement des entreprises en difficulté, des travailleurs indépendants en situation de fragilité. Au-delà de cela, un des grands changements des dernières années et qu'on a pu concrètement mettre en pratique pendant la crise sanitaire, ou plutôt d'ailleurs la sortie de crise sanitaire, c'est une application conçue par une start-up d'État dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Signaux Faibles. Signaux Faibles, c'est une application qui mobilise des données de nombreux acteurs de la sphère publique, l'URSSAF, la DGFiP, la Banque de France. À partir des algorithmes de signaux faibles, on peut avoir une démarche proactive, c'est-à-dire aller vers l'entreprise, prendre la tâche d'une entreprise qui nous semble présenter des risques, avant même que celle-ci nous sollicite pour l'octroi d'une demande de délai. C'est très intéressant et c'est d'ailleurs vécu de manière positive par nos usagers. En ce moment, on expérimente ce qu'on appelle des délais proactifs. C'est-à-dire que là, on va jusqu'à proposer directement un délai à une entreprise ou un des travailleurs indépendants en difficulté sans attendre qu'il nous sollicite. Ce qu'on observe, c'est que quand on regarde le recouvrement sur 200-300 jours, on a de meilleurs résultats en faisant la démarche nous-mêmes de mettre en place de délais que si on attendait que les entreprises ou travailleurs indépendants réagissent sur la base des actions de recouvrement qu'on engage. Alors là, je vous ai parlé de recouvrement amiable, mais évidemment, on fait du recouvrement forcé aussi, et on s'appuie beaucoup dans ce cadre-là, évidemment, sur les commissaires de justice, sur un large réseau de commissaires de justice conventionnés. Vous le soulignez, on a une nouvelle convention qui se met en place de début 2025 et je tiens d'ailleurs à remercier très chaleureusement la Chambre nationale des commissaires de justice, Benoît Santoire, pour l'ensemble des échanges qu'on a pu avoir sur ce projet de convention tout au long de l'année 2024. Et ce qu'on essaye de faire dans le cadre de cette convention, je crois, entrant aussi en résonance par rapport à nos échanges d'aujourd'hui. Il y a évidemment des enjeux très importants en matière de performance, d'efficacité, particulièrement pour un des sujets qui nous préoccupe beaucoup, qui est le recouvrement dans le cadre de la lutte contre la fraude. C'est l'idée d'avoir des process, des règles de gestion unifiées, harmonisées, tout en prenant aussi en compte
les spécificités de nos publics. Hein. C'est par exemple le fait de pouvoir accorder davantage de facilité de paiement à des personnes physiques, à des personnes morales. Et puis c'est aussi, je crois, la démonstration qu'on peut, entre des acteurs qui ont l'habitude de travailler ensemble, maintenant depuis longtemps, avoir des systèmes d'information et des partages et des échanges de données extrêmement performants. Je pense qu'il n'y a pas tant de situations que ça, de fonctionnement entre partenaires qui soient 100% dématérialisés, avec une très bonne vision via des solutions de portail de là où on est concrètement la situation hein, d'un dossier, et aussi qui prend en compte les enjeux autour de la sécurité des données. Nous, on a attaché beaucoup d'importance à ce que dans la Convention, on ait des clauses spécifiques sur tout ce qui est sécurité des données, mais aussi concrètement que faire en cas de cyberattaque, par exemple. Ce n'est pas l'objet là, peut-être directement de nos échanges, mais c'est un sujet qui nous mobilise de plus en plus. Et bien évidemment, dans tout ça, précédents intervenants l'ont dit, la relation humaine, elle reste absolument centrale. Et l'intérêt, c'est de pouvoir faire en sorte d'avoir une gestion de masse la plus performante possible pour pouvoir échanger ensemble sur les dossiers les plus complexes, pour partager ensemble des analyses sur les résultats, l'évolution de la conjoncture au plan socio-économique. Et donc, dans cette convention, il y a aussi une place centrale qui est donnée à l'échange, à des échanges réguliers entre les URSSAF et les commissaires de justice. Et donc, je profite de ma présence ici pour saluer tous nos commissaires de justice partenaires. Je sais qu'il y en a quelques-uns dans la salle et qui vont, à partir du 1er janvier l'année prochaine, mettre en œuvre avec nous cette nouvelle convention. Je vous remercie. Merci, Emmanuel Deschry. Hélène Lodic-Baron, je me tourne vers vous à présent. La parole des avocats dont vous portez la voix aujourd'hui est très attendue. D'abord comme donneur d'ordre pour les commissaires de justice, mais aussi comme professionnel du droit, peut-être affecté encore plus directement par l'intelligence artificielle générative. On connaît l'engagement du Conseil national des barreaux en matière d'encadrement des legal techs et de la justice prédictive. On connaît aussi celui du barreau de Paris face au développement poussé par les cabinets anglo-saxons. Quelle est la stratégie de la profession aujourd'hui? Comment vous intégrez les apports de l'IA ou des technologies dans la déontologie, dans les modes de preuve ou dans les procédures? Et est-ce que vous constatez d'ores et déjà un changement d'attente des clients? Alors, merci beaucoup et je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui parce qu'on travaille tous ensemble au quotidien sur ces questions. On a partagé plusieurs colloques déjà avec vous, donc c'est particulièrement intéressant. Alors, la stratégie, effectivement, en tout cas, la position du Conseil national des barreaux, c'est de considérer cette évolution technologique comme une opportunité pour la profession. Il y a une étude de Goldman Sachs de mars 2023 qui est venue quantifier effectivement, qui considère que ça peut réduire certaines tâches répétitives à hauteur de 44%. Alors avec un bémol tout de même, puisque c'est une étude américaine et avec une autre pratique du droit par les Américains, notamment une pratique exclusivement jurisprudentielle et sur toute la partie recherche jurisprudentielle, effectivement. Bon. Mais je dirais, globalement, nos éditeurs juridiques considèrent que une utilisation raisonnable et raisonnée de ces outils, notamment dans la recherche juridique, peut permettre de gagner environ 7 heures de travail par semaine dans le cadre de l'utilisation de ces outils. Donc bien évidemment, on a une approche très positive de l'utilisation de ces outils, mais une approche aussi très raisonnée. A été mis en place dès le mois de janvier un groupe de travail
avec un plan d'action que l'on a échangé notamment avec la chancellerie. On a eu l'occasion de cartographier effectivement les points de vigilance autour de l'utilisation de ces outils, et a été édité en septembre 2024 un premier guide d'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors en 2 temps ce guide, une présentation, alors non pas technique de ce qu'est l'intelligence artificielle, mais présentée quand même aux confrères, parce que c'est vrai que quand on écoute les présentations et qu'on nous explique ce que c'est que l'intelligence artificielle, c'est un peu du chinois, ça fait faire un peu peur, et donc un juriste n'a pas nécessairement à comprendre le fonctionnement très technique de l'intelligence artificielle, mais au moins comprendre comment cela fonctionne pour justement appréhender les risques de l'utilisation de l'outil. Donc c'est le premier volet de ce guide, et ensuite une application pratique avec des cas pratiques et des comportements à avoir dans le cadre de tel ou tel usage de l'intelligence artificielle. Sur ces questions, bien évidemment, ce qui reste central, et on en a parlé, c'est la question de la déontologie. Vous pouvez juste rapprocher. Oui, voilà, mais ça faisait un écho. Voilà, ça faisait un écho, donc l'utilisation de, le secret professionnel, qui est, en tout cas en matière de déontologie, bien au-delà de la confidentialité. On parle de mettre ou pas des données personnelles dans l'outil, mais la donnée personnelle, c'est bien au-delà d'un nom, et le secret professionnel, en tout cas de l'avocat, c'est bien au-delà de certaines informations particulières que l'on pourrait mettre dans les outils. Sur ces questions-là, d'ailleurs, la démarche est aussi d'auditer tout ce qui se fait sur le marché, notamment les éditeurs ou autres. Ce n'est pas de développer un propre outil interne à la profession, mais plutôt de cartographier ce qui se fait et ce qui est dans le respect du secret professionnel. Et c'est quelque chose, moi, qui m'a notamment frappé à certaines formations auxquelles j'ai assisté, où les avocats étaient formés, et de voir aussi la formation depuis la salle était intéressant, parce que quand les éditeurs juridiques présentaient les outils aux confrères, et moi c'est très rassurant, la première des questions, c'était pas de dire mais tiens, est-ce qu'on peut pousser l'outil à faire telle chose, c'est génial. Les questions des confrères, elles étaient effectivement légitimes. Où sont hébergées les données, comment est entraîné l'outil, les données qu'on met dans l'outil de l'éditeur juridique, est-ce qu'elles sont conservées ou pas pour réentraîner l'outil ensuite. Donc toutes ces questions-là, en tout cas, sont vues et analysées. On a également, sur le plan de la déontologie, toutes les questions de responsabilité civile, professionnelle et de compétences. On a un focus particulier sur la formation. Alors la formation des confrères qui est effectivement double, à la fois sur la manière de rédiger une requête, mais ça c'est quelque chose, je pense que les professionnels vont assez rapidement s'adapter à ces problématiques, parce qu'on voit bien d'ailleurs quand la réponse n'est pas pertinente, on retravaille sa question, et je dirais on apprend quasiment soi-même en utilisant l'outil, mais on va organiser, des formations sont déjà organisées sur ces questions-là, mais également avec ce volet déontologique qui doit effectivement être concomitant sur ces questions-là. Et on considère effectivement que l'obligation de compétence et la responsabilité civile professionnelle, c'est quelque chose effectivement qui pèse sur les professionnels, mais qui est véritablement aujourd'hui aussi un outil de compétitivité de l'avocat, parce que la machine, on l'a dit tout à l'heure, ne sera pas responsable. Et peut-être deux points également qui sont particulièrement importants dans notre réflexion. On a la question de la consultation juridique. Alors, ça va faire partie des prochains chantiers sur lesquels on va se positionner, mais avec peut-être cette même réflexion que vous, en tout cas, en première intention, c'est de dire qu'il est peut-être urgent de ne rien faire, mais de consolider l'existant. En tout cas, c'est la première des réflexions aujourd'hui. Et puis également de réfléchir à l'impact de l'intelligence artificielle dans le fonctionnement même des cabinets d'avocats. Parce que je pense que comme vous, commissaire de justice, on a une problématique quand même au niveau de la profession aujourd'hui. C'est une problématique d'attractivité des confrères dans les cabinets. Et c'est de se dire comment est-ce qu'on va, ou en tout cas, souhaiter saisir l'opportunité de l'IA. Je l'ai dit tout à l'heure, si on gagne effectivement une journée par semaine, qu'est-ce que l'on fait effectivement
de ce temps gagné? Est-ce que l'on ne rend pas nos cabinets plus attractifs, dans une meilleure relation avec les collaborateurs? Un confrère indiquait lors d'une conférence que nous avons faite que lui, hier, laissait ses collaborateurs travailler au bureau parce que faire des recherches juridiques, et que maintenant qu'il utilise des outils d'intelligence artificielle, il l'emmène en rendez-vous en clientèle parce que le gain de temps est utilisé comme celui-ci. Et donc ça, c'est véritablement une question que l'on se pose, c'est-à-dire comment aussi utiliser l'intelligence artificielle et le temps gagné pour mieux répondre aussi aux attentes des confrères. Et un dernier point de vigilance, et c'est quelque chose aussi que nous partageons tous également, parce que les travaux sont complètement transversaux, on va jusqu'à l'impact environnemental de la profession d'avocat dans l'utilisation de ces outils, mais un point aussi fondamental en ce qui nous concerne, c'est une attention particulière à la protection du droit continental, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, beaucoup d'outils d'intelligence artificielle, et la majorité sont développés par les Américains et les Chinois, et donc une vigilance toute particulière sur la protection du droit continental et le développement des intelligences artificielles génératives non anglophones. Merci Hélène Ledic-Baron. Quentin Debré. Et les huissiers de justice belges ont toujours été regardés avec attention et avec bienveillance par vos confrères français. Vous êtes également sujet à de grandes transformations statutaires, économiques. Vous bénéficiez d'un accès aux fichiers plus important qu'en France, et vous entretenez une relation plus solennelle avec les justiciables, puisque vous signifiez en personne. Est-ce que vous observez, vous aussi, une expression renouvelée d'attente de la part de vos justiciables? Quelles réponses vous y apportez par l'intelligence artificielle ou par d'autres moyens? Quelles évolutions vous constatez dans le recouvrement de grandes masses comme au niveau des banques? Et enfin, quel modèle économique vous portez quand on sait que vos tarifs semblent avoir bénéficié d'une hausse importante? Merci en tout cas déjà de l'invitation. Merci Benoît pour ton amitié également et la bienveillance que vous avez par rapport à notre pays. C'est vrai, nous sommes un petit pays, mais nous sommes surtout en fait la rencontre entre des cultures différentes, puisque vous savez que nous pratiquons sur le même territoire, dans des territoires séparés, mais en tout cas dans la Belgique, l'allemand, le néerlandais et le français. Ce sont aussi la rencontre de trois cultures différentes, avec la rigueur alémanique, avec l'avant-gardiste luthérien, je dirais, hollandais, et puis l'esprit de discussion français qui est aussi présent en Wallonie. Et donc, lorsque nous nous retrouvons avec les néerlandophones qui voudraient avancer vite derrière le chef sans discuter, eh bien, vous avez toujours les francophones qui disent « wow, 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 attendez, on va commencer à discuter d'abord ». Et donc, nous avons cet esprit de collégialité et de toujours discuter, mais pas trop, parce qu'il faut surtout avancer. Moi, en tant que francophone, j'ai une mère française, pour la petite histoire, donc j'ai aussi cette culture française de la discussion. Eh bien, je regarde au départ si nous sommes bien restés sur nos fondamentaux. Et c'est bien là peut-être le message que je peux vous passer aujourd'hui. Gardez-les bien à l'esprit. Et lorsque vous avancez sur des modifications législatives ou la mise en place de moyens techniques, eh bien, est-ce que vous êtes bien toujours sur ces fondamentaux-là? Je vais en citer deux micros, je dirais, dans les études d'huissier. Le premier, c'est le déplacement sur place. Digitalisation, oui, très bien, bien sûr. Intelligence artificielle, je vais y venir, oui, bien sûr. Mais ce ne sont que des moyens. À partir du moment où vous continuez à vous déplacer sur place. Pourquoi? Parce que vis-à-vis du justiciable, c'est souvent le seul contact avec la justice qu'il a. Et la justice doit continuer à se déplacer dans les foyers. C'est donc une mission sociétale, et je dirais même sociale, hyper importante de la profession. Le jour où l'huissier ne se déplace plus, eh bien c'est assez simple, on n'a plus besoin de lui. Et puis, il y a aussi les missions, je dirais, macro. Ben, d'abord, l'état de droit, on l'a déjà dit, je ne vais pas
m'y attarder, qui est l'exécution de décisions de justice. S'il n'y a personne pour exécuter les décisions de justice, c'est tout le système judiciaire qui s'effondre. Et puis, soutien à l'activité économique. Je vais vous citer un seul chiffre. Vous savez que depuis 2016, nous avons la procédure de recouvrement des créances incontestées, qui est une procédure essentiellement digitale pour toute la Belgique, avec 2 magistrats qui travaillent grosso modo une demi-journée par semaine pour cette procédure-là. Or, depuis lors, ce sont 200 000 affaires, plus de 200 000 affaires qui ont pris cette direction, qui représentent plus de 1 milliard récupérés dans les 40 jours. Et donc, c'est 1 milliard de fonds qui ont été réinvestis dans l'économie et qui ont évité autant de faillites. Et qui nécessite quoi? Qui nécessite, et je suis très content de l'avoir entendu dire par Madame la directrice Delno en introduction, qui nécessite la confiance. Mais la confiance, elle se mérite. Et donc, tout part de là. Lorsque vous vous retrouvez face à des modifications de votre profession en profondeur, comme vous êtes en train de le faire aujourd'hui, et nous aussi en Belgique, nous sommes en train de faire exactement la même chose, eh bien, il faut avoir à l'esprit que notre profession doit mériter la confiance, qui permet du coup de déterminer quels sont les besoins, tout simplement. Nous devons être mieux formés, et j'entends que vous allez vers la formation. Mais mieux formés en droit, c'est très bien, mais mieux formés en éthique professionnelle, c'est mieux, et mieux formés en comportement vis-à-vis des personnes que nous rencontrons, c'est encore mieux. Et donc cette obligation de formation en ce qui concerne ce qu'on appelle en anglais les soft skills, qui est très, très à la mode en Belgique, eh bien, nous avons aujourd'hui demandé aux législateurs de nous imposer une formation en comportement. Et donc l'année prochaine, nous organisons pour tous les huissiers de justice, tous les candidats et tous les stagiaires, une formation de 24 heures en cette matière-là, qui devient une formation obligatoire. Alors avant 1991, l'huissier de justice en Belgique, eh bien, c'était quelqu'un qui avait son bac et il pouvait directement rentrer en stage. Aujourd'hui, il doit être master en droit, passer 2 ans de stage, réussir un concours, puis après être encore 3 ans en formation en tant que candidat huissier de justice, avant d'enfin pouvoir accéder au concours pour une nomination. Vous voyez que la question de la formation est quelque chose de fondamental, parce que c'est la confiance. Et tout simplement aussi, ça a un impact important sur la façon dont nous comportons sur le terrain. Alors très rapidement, parce que je vois que mon temps est presque épuisé, si on parle de formation, on parle bien entendu de contrôle. Nous avons demandé à avoir plus de contrôle. Nous avons réformé tous nos règlements, dont le code de déontologie, que l'on a réformé. On a demandé de plus grands contrôles au niveau de la gestion des fonds de tiers que nous avons. Et puis après, nous voulons être ancrés dans la société d'aujourd'hui, qui nécessite quoi? Et là, je vais juste me contenter de parler de l'intelligence artificielle, de répondre aux besoins de la société d'aujourd'hui, répondre aux attentes. Et au niveau de l'intelligence artificielle, est-ce que nous nous sommes posé la question de savoir si nous allions l'utiliser? Ben là, le côté germanique et le côté néerlandophone du pays va dire ben non, c'est une évidence. Il s'agit d'un moyen pour être plus efficace, pour mieux travailler, rendre un meilleur service. Et je vais vous dire, on n'en a même pas discuté. Ça s'impose à nous, bien entendu. Et donc, nous nous trouvons aujourd'hui avec des outils d'attribution de mails, des outils de profilage de solvabilité. Vous savez que nous avons accès à toute une série de bases de données. Eh bien, nous travaillons avec l'intelligence artificielle pour pratiquer une analyse des données et établir des profilages de solvabilité. Et je vais y venir pourquoi. Mais nous travaillons également sur le soutien, comme vous, au niveau du constat, les chatbots qui sont présents sur nos sites Internet. Ce sont des choses auxquelles nous avons accès et auxquelles nous travaillons tous les jours. Le profilage de solvabilité, c'est là que je voulais en venir par rapport à la question du tarif.
Eh bien, écoutez, j'ai entendu tout à l'heure quelqu'un, un intervenant, qui disait est-ce qu'il faut encore plus de droits? Ma réponse à ça, c'est non, il ne faut pas plus de droits. Par contre, il faut du droit mieux. Il faut mieux travailler le droit. Il faut que le droit soit en adéquation avec la demande de la société d'aujourd'hui. Et très souvent, le droit aujourd'hui ne fait que courir derrière la société. La société évolue, il y a des nouveaux comportements, des nouvelles IA, ici par exemple, des nouveaux outils, des nouvelles opportunités, et puis derrière, le droit court derrière pour régir ces nouveaux outils. Eh bien, travaillons autrement, travaillons différemment, utilisons ce droit mais de façon intelligente. Le profilage de solvabilité, par exemple, permet quoi? Permet de mieux travailler. Est-ce que nous avons, grâce à soi, plus de procédures? Non. C'est le contraire, nous en avons moins. Plutôt que de nous poser la question à la fin, tiens, pourquoi est-ce que ma procédure a foiré? Pourquoi est-ce que je n'ai pas réussi à récupérer les créances? Aujourd'hui, nous travaillons à l'inverse. Nous allons regarder dès le départ s'il y a moyen effectivement de récupérer les créances facilement, moyennement, difficilement ou avec aucune chance, et qui va faire en sorte de nous amener, quand on sera en contact avec le justiciable, vers un trajet de procédure qui sera adapté à sa difficulté et qui sera adapté à son patrimoine, qui sera adapté à ses revenus, éventuellement en le dirigeant directement vers le règlement collectif de dette, qui est une espèce de collectivité et qui empêche l'exécution. Et donc, en fonction du profil, nous allons pouvoir nous adapter et adapter les propositions que nous allons faire aux débiteurs. D'ailleurs, l'intelligence artificielle que vous avez vue tout à l'heure avec le bel exemple qui est mis avec les schémas différents, ce n'est rien d'autre que ça. Mais bien entendu avec le contrôle humain qui doit y rester et en bonne intelligence. Merci. Merci beaucoup Quentin Debré. Pour clore cette table ronde, Alexei Greenbaum, est-ce que vous pouvez nous rappeler les enjeux de souveraineté en matière d'intelligence artificielle? Je voulais dire juste un mot avant de vous laisser conclure. En vous écoutant, beaucoup de points très, très intéressants et très pertinents. Une question que j'ai envie de vous soumettre, mais on n'aura pas de répondre en détail, mais quand même, pour toutes sortes de cas de figure, l'URSSAF, les commissaires de justice, la situation en Belgique, est-ce que vous avez déjà remarqué un changement de l'autre côté, du côté de vos clients? Enfin, ils vous répondent avec des textes aussi, mais qui sont aussi probablement rédigés avec l'aide de l'IA générative. Et donc, les réponses que vous recevez ne sont pas du même type, du même niveau qu'il y a 3 ans ou il y a 5 ans. Est-ce que vous avez déjà remarqué ce changement qui arrive dans d'autres secteurs? Par exemple, dans l'éducation, il est absolument majeur. Les élèves n'écrivent pas de la même manière. Et est-ce que vous avez senti que cela commence quand même à vous inciter à changer de manière de travailler, que vous ne travaillez plus de la même façon? Parce que simplement, ils vous écrivent des textes comme ça, très formels, officiels, qui ne sont pas comme avant. Et je ne sais pas si vous avez déjà cette expérience-là, on n'a peut-être pas le temps de débattre, mais je voulais quand même vous soumettre cette question. De l'autre côté, il y a aussi de l'IA générative. Merci beaucoup Alexei Greenbaum. Je vais vous laisser partir parce que je crois que vous avez un avion. J'ai en effet un avion à prendre. Qu'il est l'heure pour vous. Un commentaire peut-être Benoît Santoire pour conclure cette table ronde? Oui, souveraineté professionnelle, pourquoi? Parce que sécurité juridique et professionnelle. Je ne voudrais pas qu'à travers leurs constats, et parce qu'ils sont déontologiques, les commissaires de justice livrent des données personnelles ou qu'elles viennent nourrir je ne sais quel chat GPT ou quelle intelligence artificielle grand public. Donc je dis aux commissaires de justice qui font ces constats avec l'aide de l'intelligence artificielle, attention, attention à la manipulation de données personnelles. Quant à la Chambre nationale, il faut vraiment qu'elle travaille sur une intelligence artificielle interne qu'on pourrait développer, nous, en interne, avec des process bien élaborés, mais qui ne seraient pas dispersés, si je puis dire, dans la nature. C'est ça, cette souveraineté professionnelle auquel je tiens particulièrement. On va s'arrêter là, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup pour vos interventions.